Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin entre 10h et 12h sur Equinox Télévision pour cette émission Zénith 10-12. L'occasion pour nous, pour ce lundi 16 décembre 2019, d'évoquer cette situation au Cameroun avec ce débat qui est fait autour du projet de code général des collectivités territoriales décentralisées avec notamment des questions liées au transfert de compétences, notamment liées aux maires de la ville, aux communes d'arrondissement et même aux communes. Toutes ces questions qui charrient de nombreuses interrogations aujourd'hui, puisqu'on voit très bien que les 15% de dotation générale de la décentralisation aujourd'hui est reçue comme étant une vraie avancée. On parle également du recrutement par les communes des personnels infirmiers dans les centres venus. Bonjour Monsieur Éric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Y a-t-il droit de s'interroger sur la question de Camerco? La question, c'est les députés et les journalistes qui se la posent en ce moment parce que ceux ayant tenté de prendre un avion pour se rendre à Yaoundé, ils ont malheureusement connu un incident. Pourquoi est-ce que Camerco ne communique pas sur l'état réel et la maintenance des MA60? La question dans tous les cas, ils se la posent, ceux-là qui étaient dans cet avion, ceux-là qui embarquaient pour Yaoundé. Et le commun de se demander véritablement, doit-on encore faire confiance à Camerco? Telle peut être encore la question. C'est une question essentielle puisque on a lu dans un journal quelqu'un écrire que Camerco disposerait de 2 avions et demi. Bon, on se pose la question, c'est quoi un demi-avion? Vous voyez, on se retrouve avec une Camerco qu'on moque, qu'on charrie, malheureusement, qui est devenue un tout petit peu la serpillière de la République. Monsieur Bachou Charlamel, qu'on va retrouver à 10h30 dans cette émission ce matin pour sa colère quotidienne. C'est une chronique importantissime de cette émission. Également sur le plateau, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Samedi soir, la mascotte du CHAN 2020 a été révélée au public camerounais et africain. Et on va dire que cette mascotte essuie les vives critiques sur Internet de par sa forme, sa couleur et tout ce qui va avec. D'aucuns pensent qu'elle n'a rien à voir avec un lion. Voilà, la mascotte s'appelle Tara. Tara. Il faut le dire, Tara. Donc, quelqu'un a ironisé en disant que la mascotte de la CAN 2022 s'appellerait Moula. Bon, bref. On aura l'occasion d'en parler dans cette émission puisque l'art, c'est l'art. Et l'artiste qui l'a conçu a forcément des explications avec cela. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Kelly Craft, vous connaissez peut-être pas, pour certains autres oui, c'est la représentante des États-Unis aux Nations Unies, ou si vous voulez, l'ambassadrice des Américains à l'Organisation des Nations Unies. Elle a pondu une lettre le 3 décembre dernier, on n'en parle pas trop. Cette lettre, je dirais, incendiaire, ce sont mes propos, parce qu'elle vise, cette lettre-là, à amener le Cameroun devant le tribunal pénal international. Pour cette ambassadrice, il s'agirait d'un complot de l'État du Cameroun pour anéantir les anglophones dans ce pays. On parlait déjà de plus de 3000 morts et que c'était un plan. C'est vrai, c'est faux, on n'en sait rien. Mais venant de l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, ça ne peut pas passer inaperçu. Merci. Ouais. Nous devons donc être très sérieux et prendre cela au sérieux pour que la diplomatie camerounaise soit plus présente. C'est absolument grave ce qui s'est passé depuis le 3 décembre. Cette correspondance et ces écrits de Kelly Craft, on se pose la question, comment est-ce qu'on a pu passer à côté d'un tel document qui dit clairement au Conseil de sécurité de prendre une résolution pour l'arrêt des violences au Cameroun et ensuite d'envoyer une mission indépendante d'établissement des faits au Cameroun pour établir les responsabilités au nord-ouest et au sud-ouest. Souvenons-nous que le 12 décembre, jeudi dernier, il y a cette lettre
des représentants ou encore des membres du Congrès américain, en tête de file Karen Bass, qu'on connaît très bien, qui a envoyé une lettre ouverte au président Paul Biya et qui, dans cette lettre-là, accuse les forces de défense et de sécurité sur des faits quand même assez graves. On parle de viol de mineurs et de femmes là-bas. C'est extrêmement grave ce qui a été fait. Et on voit le ton menaçant que ces membres du Congrès américain emploient contre le président camerounais. C'est quand même assez grave puisqu'il y a une phrase de fin qui, à mon sens, devrait interroger tout le monde sur l'héritage du président camerounais avec la manière avec laquelle il devra gérer cette crise. Surtout que ces membres du Congrès estiment que le grand dialogue qui a été organisé au Cameroun n'est pas de nature à apporter des solutions et qu'ils attendent encore un vrai dialogue. Le terme en anglais est plus authentique puisque c'est genuine dialogue. Donc il faut donc comprendre, on va dire, les taux américains sur le Cameroun, malheureusement. On aura l'occasion. Si vous permettez en une seconde, mais qu'est-ce qui pousse les Américains à mettre tout cela sur le dos du gouvernement? Oui. Alors qu'il y a les ambassoniens qui commettent des choses. Mais qu'est-ce qui l'amène à le faire? Bon, on se pose 1001 questions sur tout cela. En tout cas, ça augure un combat diplomatique des puissances entre la France et les États-Unis. Malheureusement, on verra clairement où l'intérêt du Cameroun se situe dans toutes ces batailles. Madame, monsieur, on va démarrer l'émission de ce matin avec la première rubrique, c'est l'histoire du jour, présentée par vous, Dominique Audrey Ouyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Pauline. Elle a 27 ans et Serge en a 33. Les deux se sont mis ensemble il y a plus de 7 ans et Serge est le seul homme que Pauline ait connu de toute sa vie. Au début de leur relation, elle dit qu'ils ont fait un pacte de sang, un pacte pendant lequel ils se sont promis fidélité et de ne jamais se séparer. Sauf que Pauline s'avère être une femme très jalouse, hyper possessive, qui n'accepte pas de voir Serge avec une autre femme, échanger au téléphone, sortir. Elle est hyper jalouse. Le mois dernier, il y a eu un incident. Elle s'est disputée avec Serge et elle est allée sur le lieu de commerce de celui-ci en menaçant de se suicider s'il n'arrêtait pas une relation avec une femme. Du moins, elle soupçonnait qu'il avait une relation et que s'il n'arrêtait pas, elle allait se tuer. L'incident est passé, on a pu gérer la situation, elle est rentrée à la maison. Sauf que depuis ce jour-là, Serge lui dit que depuis que tu es venu me menacer de te suicider à mon lieu de service, je suis devenue la risée de tout le carrefour où je vends. Tous mes collègues, tous mes amis se moquent de moi, on me regarde avec dédain et autres et je me sens mal dans ma peau. Aujourd'hui, Pauline nous dit qu'elle regrette chaque fois qu'elle a une crise, une scène de jalousie, elle regrette amèrement. Elle nous pose 2 questions et elle aimerait savoir est-ce que le pacte qu'elle a fait il y a plusieurs années avec Serge peut avoir un impact sur elle si jamais celui-ci est infidèle. Et si c'est avéré que ce pacte, l'infidélité de Serge peut avoir un impact sur elle, comment rompre ce pacte-là? Et la deuxième question est de savoir comment réparer et contrôler sa colère parce qu'elle dit qu'elle se fâche pour la moindre chose. D'accord, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Boro Bengan, comment on gère ce type de situation? D'abord, il faut se dire que c'est des enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous dites, elle signe un pacte avec quelqu'un et elle ne sait pas ce qu'elle a signé. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Donc, c'est des enfants. Pacte de sang. Ils s'amusent. En fait, ils s'amusent. Elle ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Un pacte, ça veut dire que il y a quelqu'un, il y a un engagement et sur la base de quoi il y a, j'allais dire, des conclusions qu'on connaît. Ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut être le handicap, ça peut. Donc c'est vous qui savez les conséquences de ce que vous avez scellé. Du non-respect de ce pacte. Oui, donc, de la violation du pacte. Voilà, et elle ne sait donc pas qu'est-ce qui la rend jalouse au point où elle menace de se suicider. Alors que leur pacte de sang voudrait que si son mari dégamme, c'est son mari qui meurt. Mais ça veut dire, moi je ne comprends pas. D'abord, il faut demander qui a proposé le pacte de sang. Même Nelson d'abord, ce n'est pas la personne qui a proposé. Les deux se sont engagés. Mais sûrement, tu me trompes,
tu meurs. Son mari, elle soupçonne que son mari est en train de vouloir la tromper et c'est elle qui veut se suicider. Parce qu'elle est trop jalouse. Elle ne comprend rien. Donc c'est elle qui a trompé alors? Non, non, je veux dire qu'ils ne savent pas. C'est des enfants qui s'amusent avec des termes qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils ne connaissent pas. Donc en réalité, je m'avance un peu, je me mouille un peu quand même avec l'histoire de ce matin. En réalité, c'est un couple qui a du mal à gérer ce que vous avez appelé ici la période de soupçon. Non, ils ne sont même pas. Ils sont encore au niveau de l'acclimatation, de la reconnaissance. Ils ne sont même pas encore arrivés. C'est des enfants. C'est-à-dire, ils entendent qu'il y a des parcs, nous aussi, on peut venir, ils ne savent rien. S'ils étaient des gens matures, elle aurait su quelles étaient les conséquences du non-respect des engagements du pacte. Et là, elle ne sait pas. Je signe ça avec mon mari en disant, tu me trompes, tu meurs. Mais qu'est-ce qu'elle défend? Le fait pourrait d'être veuve? Apparemment non. Elle dit, je vais me suicider comme tu es en train de me tromper. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pacte. Ça veut dire que s'ils étaient lancés à un jeu d'enfant, au départ, quand on regarde, pourquoi je demandais qui a proposé ça? Parce que je me rends compte qu'il y a une personne dans le couple qui visiblement ne supporte pas. Apparemment c'est Pauline. Oui, ne supporte pas c'est le seul homme que je connais. Oui, voilà. Donc cet homme que je connais n'a plus le droit de chercher une autre femme. Voilà. D'accord. Et le gars est dans sa boutique, lui, doucement, tranquillement, mais parce que il y a j'allais dire des contacts avec des femmes et tout. Et c'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'elle oublie? Si elle disait au moins, ne me laisse pas veuve, ça veut dire que le pacte signé allait amener son mari à mourir. Là, je comprendrais. Mais elle dit, je veux mourir. Si tu continues à me tromper, je veux mourir. Ça veut dire que soit elle sait que ce n'est pas un pacte. Maintenant, alors, elle a peur. Elle se dit, l'engagement que j'ai pris en un de pacte risque d'avoir des conséquences sur moi. Mais bon, voilà, c'est des enfants. Elle ne sait pas. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des femmes qui sont possessives, qui ne supportent pas. Je suis d'accord. Oui. Que vous ayez signé un pacte ou pas, il y a des femmes qui sont possessives. Et la génération d'aujourd'hui, du moins la génération à partir de 90, elle est tellement possessive qu'elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Votre mari, vous la voulez à la maison, et il reste à la maison toute la journée. Vous allez encore commencer à parler. S'il travaille, il rentre très tôt, vous dit, mais on t'a chassé là dehors, pourquoi tu rentres? Tu rentres tard, tu étais où? Donc à chaque moment, il faut trouver même les codes secrets de téléphone, on prend et tout. Bon, au point où elles ne savent pas. Non, il faut gérer ça de cette manière. C'est les mamans. C'est les mamans qui les gèrent. D'abord, les premiers conseils que les mamans donnent à leurs enfants, à leurs filles, c'est que ma fille, comme tu vois là, ton père ne voit pas comme ça. Je ne peux pas te raconter ton histoire. Ferme seulement les yeux. Attends ici dedans. Ne va jamais chercher là-bas. On dit ça tout le temps, hein, mais... Voilà. Elles ne comprennent pas. Ne va jamais chercher. Ça ne veut pas dire que ton mari aura toujours des copains. Mais attends-toi à ça. Attends-toi à ça. C'est pour ça que nous disons toujours en bon bantou, attends, même les enfants de ton mari te trouveront quelque part. Donc, attends à la maison. C'est ta maison ici. Là-bas, dehors, ce n'est pas ta maison là-bas. Attends ton mari à la maison. Très bien. Alors, Karine, vraiment, quand on observe le profil psychologique de Pauline, on a pour vous en face quel type de personne? Une personne qui n'a pas confiance en elle et qui se sent en insécurité dans sa relation. Absolument. Elle est, je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais je m'étais un peu attendu à ce que vous ayez cette posture ce matin, justement. Allez-y. Parce que voir jusqu'où une femme est capable d'aller pour garder un homme, ça veut dire que quelque part, elle sait qu'elle peut le perdre. Et si elle dit que s'il la trompe, elle va se suicider, ça veut dire que ce n'est pas la perte de l'homme qui l'intéresse. C'est qu'il soit avec elle et qu'elle soit sûre que c'est lui qui est dans sa vie qui l'intéresse. Son problème, le pacte même n'est pas trop le problème pour elle. Elle a peur qu'il s'éloigne d'elle. Il y a des femmes comme ça, c'est pour ça que je dis qu'elle se sent en insécurité dans sa relation. Mais elle a connu ton seul homme. Oui, justement, c'est pour ça qu'elle a peur qu'il s'éloigne d'elle. Parce qu'elle n'arrive pas à imaginer sa vie sans ce seul homme-là.
Elle n'arrive pas à penser que, en fait, s'il fait comme ça jusqu'à une autre femme lui met le grappin dessus, il va l'abandonner et aller avec cette femme et la laisser toute seule. Elle préfère ne même pas vivre que de voir cela. C'est la situation qui se pose. Donc, elle préfère ne même pas être en vie et voir son homme aller avec une autre femme que d'être vivante et souffrir de ce chagrin. C'est dans ça qu'elle se trouve. J'ai juste peur. Quelles sont les causes pour vous, d'abord, de ça? Comment ça vient, ça Ce que je dis, c'est qu'elle n'a pas eu d'expérience en termes de relations amoureuses. Raison pour laquelle elle l'a rencontré au premier venu, elle a dit c'est tout pour moi. Et à un moment donné aussi, je pense que son manque de maturité dans ce genre de relation pousse Pauline à chercher le suicide dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a eu de l'expérience en termes de relations amoureuses ne peut pas accepter le pacte. Parce qu'elle sait que à tout moment, même l'amour peut finir. Une femme qui sait ce que c'est qu'à tout moment, ça peut finir. L'éternité, c'est dans le papier et dans les paroles. Mais après, il y a une vraie vie. Il y a une réalité dans les relations qui vous pousse parfois à un moment donné à vous-même de dire je ne peux pas continuer dans cette situation parce que finalement, je trouve que tu n'étais pas la bonne personne. Oui. Et elle n'arrive pas à concevoir qu'un jour, elle puisse lui dire que en fait, on n'était pas fait pour être ensemble. J'ajoute un peu de l'eau à votre moulin pour dire qu'il y a la question de la faillibilité de l'être humain. Ça veut dire que tout être humain est faillible. Oui. La chair est faible, dit-on le plus souvent. Justement. Et il y a aussi cette assertion commune qui est parfois reprise que on ne dit jamais. Voilà, donc ça peut arriver des cas comme ça, même si on est le plus même si on est le plus solide fidèle, sur ses convictions. Même si on est la plus respectueuse, la femme la plus pieuse et tout, il arrivera un moment où vous allez perdre. D'accord. Charles Hamel, quelle est votre posture ce matin? Alors, M. Eric Fopoussi, nous avons tout simplement affaire à une jeune fille qui veut contrôler son gars. Elle veut le contrôler sur tous les plans. Elle veut se rassurer qu'elle domine. Elle veut se rassurer qu'elle le tient. C'est très simple. Qu'elle construise une grande cage, qu'elle y mette, le nourrisse, le nettoie, s'occupe de lui, les loin de sa famille, les loin des siens. C'est très simple. Parce que, M. Eric Fopoussi, je doute fort que ce soit le gars qui ait proposé le pacte. C'est la fille qui a proposé le pacte au gars. Et lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui propose le pacte de sang, dans la mer, lorsque vous vous blessez, ça attire les poissons les plus dangereux. Sur terre, lorsque vous vous blessez, ça attire les prédateurs les plus dangereux, qu'ils sentent, qu'ils flairent l'odeur du sang. Le sang est très dangereux, M. Rifopoussi. Et pour les humains, ça attire les esprits. Parce que ne l'oubliez pas, dans un pacte, même s'il n'est fait qu'à deux, méfiez-vous, c'est un pacte. Tout commence par la parole. Et lorsque vous associez le sang, M. Rifopoussi, c'est la plus mauvaise de toutes les fusions. La plus mauvaise de toutes les fusions, c'est le sang. Ah oui, ça il faut que les gens le sachent. Non, lorsque vous vous levez, vous dites pacte de sang. C'est très facile de dire on va faire le pacte de sang. Ça convoque trois types d'esprits, de démons. De trois niveaux. Il dit trois types de choses il faut possible. Le démon du serment, le démon de la fidélité à la bête et le démon de vœu. Parce que lorsque vous convoquez, je te jure, c'est le serment. Je te jure que je ne te quitterai jamais. Pas vous mettez le sang. L'autre, c'est la fidélité qui sera, ce qu'il va veiller, monsieur Rifopoussi. C'est pour ça que la conséquence de ça, c'est la mort. Mbok l'a dit, mais je vous assure que tous ceux qui l'ont fait ont payé de leur vie. On le fait et on l'oublie. D'une manière ou d'une autre, vous payez. Vous payez. La chair est faible. Je continue à le dire, la chair est faible. On ne peut pas s'amuser avec ça. La chair est faible. Lorsque vous faites, vous le faites à deux, mais c'est des esprits que vous convoquez. C'est des esprits que vous appelez. Et lorsque ces sont témoins, oui, lorsque ces esprits sont témoins, monsieur Eric Fopoussi, on ne corrompt pas les esprits, on corrompt l'homme, mais pas les esprits. C'est la raison pour laquelle la sanction se fait. Alors, monsieur Eric Fopoussi, une femme qui menace de se suicider, je ne sais pas, il y a la conjugaison de deux choses. Faire le pacte de sang, le suicide. Vous faites quoi encore avec elle? Vous faites quoi encore avec ce type de femme? Donc, je pense, monsieur Eric Fopoussi, que le gars se retrouve dans une situation où, un, il a fait un pacte de sang. 2, il est extrêmement contrôlé. Il n'a même plus la possibilité. Il est en phase de se séparer de cette fille. Lui-même ne sait pas comment se séparer de la fille. Parce qu'il faudrait reconvoquer les mêmes démons
aller délier les cadenas qui ont été attachés, où ces pactes ont été scellés, il faut les délier. Mais, Chalamel, j'ai une question. Hein. Comment une fille aussi inexpérimentée en amour peut avoir un tel comportement? Elle a connu que ce gars-là dans sa vie. Monsieur Eric Fopoussi, vous pouvez draguer une fille et vous dire qu'elle est vierge. Vous avez les instruments de mesure, vous irez faire la technique de l'œuf. On sait comment les filles... Est-ce que vous utilisez, on connaît toutes les techniques que les femmes utilisent pour resserrer le vagin, monsieur Eric Fopoussi? Jusqu'à ce que vous y allez, vous avez encore du sang, on connaît ce qu'elles utilisent. Faites un tour à marché de Nebel, au marché Congo, vous allez voir les béninoises, elles vont vous donner ces produits. Ça resserre le vagin de la femme à telle enseigne que lorsque vous y allez, vous avez l'impression qu'elle est vierge. Donc, monsieur, il faut pousser de ce côté, vraiment, c'est un dossier classé. Je voulais vous dire que cette femme, elle a piégé. Ce gars, elle a sérieusement piégé. Parce que le gars, quand vous le voyez, il est très triste. Le gars, comment il est tout dans sa boutique. Il est en train de se battre. Il ne va plus rien avec les femmes. C'est elle plutôt qui a eu de mauvaises expériences. Et elle a peur que ces mauvaises expériences se répètent avec le nouveau qu'elle a piégé. Sinon, tout par le fait qu'elle parle de pacte de sang. Une fille vierge parlerait de pacte de sang. Moi, c'est étonnant, justement. Une fille vierge parlerait de suicide. Oui, on peut encore tolérer le suicide. On parlera encore de suicide, mais le pacte de sang, monsieur le Fopoussi, oui, il faudrait s'être mouillé. À moins qu'elle regarde trop de films nigérians, monsieur le Fopoussi. Une fille vierge peut demander le pacte de sang. Je dis oui. Pourquoi? Parce que si vous êtes né dans une famille où on a mis un certain nombre, un cadre autour de vous pour vous permettre de sacraliser votre virginité, je vous assure, vous allez le demander. Donc, quand on ne nous dit pas qu'une fille ne vient pas demander, vous pensez que parce qu'elle ne fait pas, elle ne connaît pas ce que c'est? Donc, pour vous, ce pacte de sang était l'échange, la monnaie d'échange. La garantie. La garantie de sa virginité. Je comprends, je veux dire que je donne ma virginité, mais tu me promets que tu vas m'épouser avec moi toute la vie. Bon, ça pose aussi le problème parce qu'après, il y a un marchandage de la virginité qui devient quand même assez ahurissant. C'est pas une affaire de marchandage, monsieur Fopoussi. Dans cette histoire, l'histoire nous a été racontée. Et on nous dit que lorsqu'elle a vu des filles autour de son mari ou de son fiancé et tout, avant qu'elle a pris cette attitude, il y a des personnes autour de vous que même sans pacte réagissent comme ça. Oui. Elle dit, sans pacte. Elle vient dans ta boutique, elle saccage tout. Tu parles avec elle, pourquoi? On a raconté une histoire ici récemment. Une femme qui a arrêté une autre femme au Carrefour pour dire que vraiment, crêper les chignons et tout. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle était vieille avant de se marier? Elle n'a pas dit ça. Donc, comme elle a réagi avec la bagarre, celle-ci réagit avec le scandale, avec les menaces de suicide. C'est comme ça que les gens réagissent de manière différente. Il y a une autre femme que, quand elle va découvrir même de manière visuelle votre infidélité, elle va rentrer faire comme s'il n'y avait rien. Maintenant, c'est vous qui serez en danger. Donc, mieux vaut avoir une femme qui réagit qu'une femme qui se recroqueville. D'accord. Monsieur Eric Fopoussi, je voulais préciser que ici, là, nous ne sommes pas dans une configuration. Le gars a une boutique. Il gère sa boutique. Ils ont fait un pacte. En aucun moment, elle ne l'a surpris. En quel cas on aurait raconté l'histoire? Elle se fait des scénarios dans sa tête. C'est des scénarios. C'est des scénarios qu'elle compose dans sa tête. Elle est psychopathe, monsieur Fopoussi. Elle est psychopathe. Elle est malade. Une sociopathe. Une sociopathe. Elle est très malade. Et je pense, monsieur Fopoussi, que ce genre de fille devrait aller rencontrer véritablement des psychanalystes traditionnels pour la ramener dans la vie, parce qu'elle est perdue, elle est dans un monde qui n'est pas le nôtre. Elle est dans un autre monde, elle vogue dans un autre monde. Et je pense donc, monsieur Eric Fopoussi, qu'à rendu à ce stade et à ce niveau, ce garçon s'en méfierait. S'ils ont fait ce pacte, qu'ils se rapprochent auprès des initiés, qu'ils vont rencontrer les initiés, qu'on étudie ce qu'ils se sont promis, les conséquences du viol de ces différentes promesses, qu'on aille déceler très simplement pour permettre au gars de se libérer et de vivre sa vie tranquillement, et à la fille d'aller continuer sa vie. Alors, Dominique Audrey, il y a une chose que Karine Sonti a évoquée, c'est-à-dire le manque de confiance en soi. Il me semble aussi que c'est un phénomène qui prend beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne se voient qu'en un homme, qui ne se représentent, ne se sentent femmes que dans un homme, de manière à ce qu'elles voient
à la séparation avec cet homme, une menace pour sa propre vie quand même. C'est un cas qu'on voit régulièrement, c'est des cas qu'on voit régulièrement. Oui. Oui. Le manque de confiance chez la femme, je veux dire que tout le monde le vit. Hein. Oui. Tout le monde. C'est juste que c'est chacun qui sait comment il gère ça. Vous allez voir des femmes qui manifestent leur manque de confiance en dénigrant les autres. Par exemple, elles transposent leur mal-être sur les autres. Oui. C'est comme ça. Ma grand-mère, pour parler parfois de certaines femmes dans notre quartier, disait que vous voyez celle-là, tous les jours on la bat, son mari ne fait rien, mais puisqu'il faut qu'elle dorme derrière un homme, elle est obligée de tout supporter, par exemple. Oui. Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que c'est pas aussi qu'il y a des femmes qui, finalement, sont tellement dépendantes matériellement des hommes qu'au final... C'est pas seulement le matériel. Oui. Monsieur Fopoussi. Est-ce qu'une femme qui travaille, qui a un certain niveau, peut être amenée à réagir comme ça? Oui. Oui. Rendez-vous compte que au-delà du matériel, on peut être avec un homme même qui ne nous donne rien, mais l'attention, l'affection, la tendresse de cet homme-là, la façon dont on se sent avec cet homme-là fait qu'on veut y rester avec lui, malgré tous les défauts qu'il peut bien avoir. Donc c'est au-delà du matériel. Ici, le matériel, bon, en ce qui me concerne, le matériel n'a pas sa place. Ça n'a pas d'importance. C'est plutôt la qualité des relations qu'on a avec la personne. Oui, aujourd'hui, il faudrait qu'on soit honnête et qu'on se dise que beaucoup de personnes se lancent dans ce genre de rituels. Les pactes et de sang et de trucs, je ne sais pas trop combien il en existe, mais beaucoup se lancent là-dedans sans mesurer les conséquences. Moi, en grandissant, j'ai entendu dire que lorsqu'on fait un pacte de sang, la première personne qui meurt, quand une personne meurt, l'autre le suit. Certainement, elle a peur qu'avec l'infidélité de Serge, qui pourrait mourir, elle également, elle meurt. Peut-être c'est ça. Elle peut mourir avant alors. Elle veut se suicider. Mais moi, je pense que plutôt que c'est la menace. C'est la menace quand on a connu un seul homme qui nous a bien mis, avec qui on s'est bien senti, qui nous a fait vivre des choses. On imagine, on entrevoit très mal la vie. Je ne sais pas pourquoi les femmes ont de plus en plus peur de la solitude. Mais c'est comme... À son âge, là, elle a peur de la solitude. 27 ans, oui. Oui, mais vous savez que il y a des femmes qui, lorsqu'elles atteignent 25 ans et elles ne sont pas engagées, elles commencent à paniquer. Mais elle est engagée, par contre. Je veux dire qu'après... cet engagement, oui, de perdre cet engagement et de recommencer. Monsieur Fopoussi, c'est 7 ans. 7 années de votre vie. 7 années avec la même personne, le même rituel, le même lever, machin, coucher et tout. Vous allez recommencer, vous réouvrir à un nouvel homme. D'accord. Trop de choses à faire. Donc, est-ce que le pacte de sang aussi, beaucoup ne l'utilisent pas comme une preuve d'amour aussi? C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Parce qu'à ce Malheureusement, moment-là, inconsciemment, on se dit, bon, toi et moi, on s'aime. Peut-être après une partie de... On se dit vraiment, je t'aime et je veux passer ma vie avec toi. Je veux pas qu'on se sépare. Et la preuve, c'est qu'il faudrait qu'on fasse un pacte de sang et toi et moi, on se sépare. Ce qui est malheureux, ça arrive chez les occidentalisés, monsieur Eric Fopoussi. On ne connaissait pas trop à notre époque cette affaire de pacte de sang. Ça n'existait pas, monsieur Eric Fopoussi. On parlait de charme, parce que c'était beaucoup plus le charme des hommes qui utilisaient, les hommes qui utilisaient le charme. Mais en termes de pacte, monsieur Eric Fopoussi, les pactes sont dangereux. Que les jeunes filles apprennent à se rapprocher des mamans, des garçons avec qui elles fonctionnent, qu'elles vont poser la bonne question. Maman, je garde ton fils comment? Comment garder ton fils? Il n'y a pas meilleur charme dans la vie que ça, aller discuter. C'est parce que les jeunes filles croient, comme on le dit ici, que le mariage c'est deux. Parce que c'est deux, je peux te charmer. D'accord. Ok. Merci. On va s'arrêter là pour ce sujet très passionnant. Je le concède. On va prendre tout de suite la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question de la mafia. La mafia orchestrée tout autour de la construction du stade Paul Biya d'Olembe. Quelle est l'identité des personnes qui ont choisi de boycotter la construction de ce chantier? On ne met en avant qu'un seul nom, Pitini. Était-ce seulement le groupe Pitini? Point d'interrogation. D'ailleurs, quelle est l'identité des individus
ayant précieux de défendre le dossier Pitini auprès du chef de l'État, sachant que cette structure battait considérablement de l'aile depuis des années. Elle était pratiquement en banqueroute. Il fallait qu'on la perfuse pour qu'elle puisse reprendre, on va dire, vie. Devait-on conclure que la mafia camerounaise est au-dessus de la mafia sicilienne, mieux de la mafia italienne? Tout porte à croire, au vu de la manière dont s'est joué l'ensemble des scénarios. La question que se posent tous les Camerounais, c'est de savoir qu'est-on en train de construire au juste à Olembe? Le complexe sportif ou le stade Paul Biya? Rendez compte aux Camerounais. C'est leur argent qu'on utilise pour la construction de cette infrastructure sportive. Il faut le dire. Rappelons-nous que ce complexe devrait englober la construction d'un stade de 60 000 places assises, de 2 terrains d'entraînement, d'un gymnase, d'une piscine olympique, des terrains de tennis, de basketball et volleyball, d'un lac artificiel, d'un hôtel 5 étoiles d'une capacité de 70 chambres et enfin d'espaces commerciaux. Toutes les images que j'ai vues de ce stade, de ce complexe, me renvoient plus à la construction d'un stade qu'à un complexe. En sera-t-il de même, comme cela a été pour le complexe industriel-portuaire de Kribi? On veut bien savoir jusqu'à quel degré la fourberie gouvernementale est en train de détruire ce pays. Construite sur le modèle de nouveau stade de la Juventus de Turin, vous allez vous rendre compte que cet espace appelé stade, complexe du stade de Lembe, est tout sauf rien. Qui a eu la tristement brillante idée de proposer la sordide idée de préfabriquer en béton, transporté depuis l'Italie? Comment comprendre que d'un coût global de 163 milliards au départ, le complexe sportif de Lembe, financé à 85% par la banque italienne Intesa San Paolo et 15% par l'État du Cameroun, se retrouve à ce jour à 217 milliards de francs CFA. Comment comprendre que dans un Cameroun où le taux de pauvreté est estimé à 37,5%, l'État a décidé la construction d'un stade de football en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 pour un coût total de 217 milliards de francs CFA. C'est lourd. C'est très lourd, monsieur le président de la République. Il est temps que les gens rendent gauche pour ce vol massif dans ce pays. Comment comprendre que tout cet argent se soit retrouvé en Italie pour une partie avec Pitini qui se faisait payer là-bas directement lorsque ces décomptes étaient validés et transmis par la partie camerounaise? Savez-vous qu'en décembre 2018, le ministère des Sports d'alors, le ministre des Sports d'alors, avait sollicité du président de la République 400 milliards de francs supplémentaires pour soi-disant achever les chantiers de la CAN? Savez-vous que parce que le dossier avait été rejeté par le président Paul Biya, le ministre muté lors du dernier remaniement ministériel, Pitini très en colère pour avoir perdu les avenants dont elle en avait pour 30 milliards, représentant des supposés suppléments en transport et logistique, avait décidé dans un premier temps de ralentir subitement les travaux. Si on avait des contrôleurs, si on avait des superviseurs, ils auraient posé les bonnes questions en temps et en heure. Au vu de cela, on peut s'essayer de conclure que Pitini et ses complices fonctionnaires corrompus jusqu'à la moelle épinière ont fait un mauvais chantage à l'État. Rappelons-nous des raisons de la démission de Marc Debrand, qui en avait assez de subir la pression des fonctionnaires de la présidence, de la primature du ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui lui réclamaient des pots de vin. Il avait préféré fuir. Il avait préféré décamper parce qu'il s'est rendu compte que ça n'allait plus. Comment comprendre le fait pour Pitini d'avoir boycotté le travail juste parce que la présidence de la République avait décidé de payer les avenants après les avoir audités préalablement pour vérifier la véracité des coûts en y associant les bureaux d'études et contrôleurs des travaux? Comment comprendre ces multiples mouvements d'humeur qui ont arrosé le chantier Paul Biya de Lembe du fait que le groupe Pitini a eu engagé certaines dépenses dans le transport des matériaux
préfabriqués en provenance de l'Italie qui ont impacté sur ces prévisions et ont créé ce qu'ils ont appelé un nouvel avenant. On est allé avec la construction de ce complexe d'avenant en avenant, justifiant des dépenses inutiles de milliards. La recherche du gombo effréné a eu à tuer décidément les collaborateurs du chef de l'État qui, en chaque complexe, en chaque marché, voient d'abord leur poche remplie avant les autres. Comment comprendre le fait que personne n'a senti le roussi lorsque le groupe italien Pitini a livré au port de Douala plus de 231 conteneurs de pièces préfabriquées du stade Omnisport d'Olembe, soit 6 500 tonnes sur un total de 50 000 tonnes de pièces préfabriquées pour la livraison totale du complexe. On a fait des promesses, les ministres sont sortis, ils ont promis, pourtant c'était faux. Comment comprendre que la voie d'accès à la tribune présidentielle, à elle seule dans ce marché, a coûté 4 milliards de francs CFA? On a travaillé sur quelle base? Comment comprendre que la société italienne accuse au passage le gouvernement de n'avoir jamais honoré son engagement pour un accompagnement financier avec paiement de décomptes en urgence pour faciliter la livraison des travaux à la fin du mois d'avril 2020, conformément à l'entente scellée? Conséquence, on n'a rien compris. Conséquence, on n'a rien perçu. On a été embrouillé parce que entre la vérité et la vérité, il y a la vraie vérité, comme on dit au quartier. Toujours est-il que McGill est arrivé à récupérer, monte lui aussi ses enchères. Dans tous les cas, on aime bien ça au pays. Dépanner les uns, dépanner les autres, jouer avec les amis en oubliant les intérêts du peuple camerounais. Alors, je voudrais revenir sur Marc Debrandt, qui était donc ingénieur sur le chantier du complexe sportif de d'Olembe, Paul Biya, il faut le signaler, et qui est passé chez McGill. Hein, donc, il est parti de Pecini, il est parti du stade, il est désormais ingénieur à McGill. Donc, avec la prise de fonction de McGill au complexe d'Olembe, donc Marc Debrandt sera de retour là-bas, malheureusement, heureusement, c'est selon. Alors, sur ce complexe ou ce stade, d'ailleurs, il faut qu'on s'entende sur les termes, il s'agit d'un complexe ou d'un stade. Charles Abel retrace ici, on va le dire, les atermoiements, les méfaits, tout ce qui a été observé comme étant les flops qu'on pouvait déjà au départ prévoir de ce complexe. Oui, et justement, ça commence là. Lorsque vous avez un enfant, vous mettez au monde un enfant, vous ne lui donnez pas un nom. Donc cet enfant n'aura pas d'identité. Est-ce le stade Paul Biya? Est-ce le complexe multisport Paul Biya? On ne sait pas. C'est la même chose qui se passe avec le port de Kribi. On vous a parlé de port en eau profonde de Kribi. D'abord, c'est pour cette raison que le 8 octobre 2011, le chef de l'État est allé faire la pose de la première pierre. Quelque temps après, on vous parle de complexe industriel-portuaire. Après, on vous parle de port autonome de Kribi. Après, bon, vous voyez, j'ai ce problème. En eau profonde. Voilà, je ne sais pas. Quand un enfant n'a pas de nom, comment il sera difficile justement de lui donner une identité. C'est un peu gênant. Et ici, pour le cas que nous concerne, je pense qu'il y a 2 ou 3 petites choses que nous devons d'abord savoir. La première chose, c'est que la Chambre de commerce de Milan reconnaît au groupe Pitini la spécialisation de métalmécanico, c'est comme ça qu'ils appellent là-bas. Donc, c'est une entreprise qui fabrique les bétonnières. Métalmécanico, c'est comme ça qu'ils appellent. Et comme activité secondaire, ils font les préfabriqués. C'est cet engagement qu'il a pris dans le stade, soi-disant de Milan. Il n'a pas conçu le stade de Milan. Il faisait les machines, donc les bétonnières, il faisait les préfabriqués. Maintenant, l'expertise ou la technicité pour construire un stade, ils n'en ont pas, il faut le dire. Même ici à Aqua, leur showroom de Aqua, ici à Douala, c'est les bétonnières qui sont exposées. Vous ne verrez nulle part dans les catalogues qu'ils vous remettent eux-mêmes qu'ils ont construit un stade quelque part, même à Milan où on vous dit. Parce que là-bas, je vous dis, la Chambre de commerce de Milan reconnaît que au niveau de la bétonnière, ces gars-ci sont très forts. Ils fabriquent des machines. C'est pour cette raison justement qu'ils ont insisté pour la fabrication des
comment vous appelez ça? Préfabriqués. Des préfabriqués en Europe pour les transporter ici. Donc, ce qu'on nous voilà a dit, leur activité. Parce qu'officiellement, ce qu'on nous a dit pour ces préfabriqués, c'est qu'il fallait, avec le délai court et la canne qui arrivait, ouais, je rappelle, je dis, c'était ça, à l'époque, l'excuse qui avait été évoquée, avancée, à l'époque, on disait, comme la canne 2019 arrive très vite, le mieux, c'est qu'on bétonne tout en Italie et qu'on transporte, c'est juste pour poser. Enfin, bref. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise n'a pas d'argent. Ça, le chef de l'État le savait. J'ai dit bien, le chef de l'État le savait en négociant lui-même ce marché. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Ce n'est pas le ministre des marchés publics. C'est lui-même, l'entrepreneur en chef, le chef de l'État du Cameroun, qui le savait. Et il le savait. Il le savait d'autant plus qu'il a laissé que l'Union européenne puisse recapitaliser la banque qui doit donner de l'argent à Pitini. La banque s'appelle Paschi Monte di Siena. Cette banque n'avait pas d'argent, était en banque route pratiquement. On a attendu 4 ans. J'ai dit bien Monte Paschi di Siena parce que je sais que les gens peuvent aller faire des recherches et savoir la situation. Monte Paschi di Siena. Voilà, Monte Paschi di Siena. Oui. L'Union européenne a recapitalisé cette banque hier, en 2017, pour lui donner l'argent. Et cet argent était fini aussi. Au point où le PDG du groupe Pitini est arrivé ici pour demander au gouvernement camerounais de l'aider à vous appelez ça, mobiliser les fonds, avec les appels de fonds. Le gouvernement a dit que nous-mêmes, ça ne nous laisse pas, c'est fort sur nous. Les partis donc seront retrouvés dans cette situation où l'ingénieur que vous citez là a dit qu'avec cette allure, bêta, je pars. Donc je ne pourrai pas. Et mon nom sera entaché pour rien. Ça, le chef de l'État le sait. Et le voilà de retour avec voilà. Donc ça veut dire que c'est lui en fait, la mer. Bon, nous à notre époque, quand on construisait le marché de Lagos, c'est comme ça que nous l'appelons, vous l'appelez le marché central de Douala. Aïdjo venait là un matin, un dimanche. Les aînés qui le connaissaient, parce qu'ils lisaient Cameroun Tribune et tout, et étaient nous on jouait. On dit, ils ont vu une image, bon, avec les Citroën, une marque banalisée qu'on appelait à notre époque bec de canard. Bon, ils viennent, les aînés, bon, avaient pris une attitude, nous, bon, après ils ont dit, c'est Aïdjo. Donc, il vient de matin en plein dimanche matin, lui-même. Oui. Il dit au gouverneur ici, non, monsieur le gouverneur, je suis dans vos pommes, mais vraiment ne vous gênez pas, je suis de passage. Mais bon, comme le gouverneur, il a su, non, il a dit ne vous gênez pas. Et après, on vous dit, Aïdjo était à son loulou. Il a râlé régulièrement d'inspecter les travaux de construction du barrage de son loulou. Il faisait de même la maison de parti de Bafoussam, de Déa, partout où on construisait les maisons de parti. Il y allait. Bon, qu'est-ce que ça aurait changé? Bon, question très facile. Ça aurait changé en ceci que... Il aurait rapidement changé, il aurait absolument. Ça veut dire, par exemple, on n'aurait pas dit, le gouverneur vient vous dire, on ne fait pas la politique ici, je ne veux pas de grève, mais payez-les. Donc là, le chef de l'État, il aurait trouvé les ouvriers, et sachant que là, ils ne sont pas payés, les ouvriers lui auraient dit, mais excellent, c'est bien que vous venez vous-même. Vraiment, depuis 4 mois, on n'est pas payé, on ne demande même pas. Même les Nigériens, si on n'arrive même pas, ils nous refusent même le riz. Parce que c'est les Nigériens et les Maliens qui ont les boutiques dans nos quartiers. Donc vous prenez le riz, on ouvre un carnet. Vous prenez le riz de 1000 francs que vous ne pouvez pas payer. Pendant 1 mois, ça va faire 30 000. Vous ne pouvez pas, ça devient gênant. Donc les ouvriers auraient dit au chef de l'État. Donc ici, c'est la même. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est lui. S'il contrôlait comme le faisait son illustre prédécesseur, je pense qu'il y a des choses qu'on aurait évitées. Voilà, on aurait rapidement mis de côté Gruppo Pitini. Alors, Dominique Audrey-Oyengelek, comment vous expliquez tous ces déboires qui sont liés au complexe ou au stade Olembe de Paul Biya de Yaoundé? Les déboires au Cameroun, c'est pas seulement à ce stade-là, c'est à tous les niveaux, malheureusement. Il n'y a pas un bout par lequel on peut sortir le Cameroun. Malheureusement, de toutes les façons, dans tous les domaines, tout est noyé. Au Sénégal, à Bamako, au Mali et au Rwanda, on a eu des complexes. On a construit des complexes à moins de 100 milliards. 100 milliards. Mais au Cameroun, c'est 217 et ce n'est pas fini.
On arrive à faire un stade. Même Là-bas, pas tu encore. parles de complexe. Ok. Ici, c'est seulement le stade qui dépasse déjà. Pourtant, on a annoncé un complexe depuis 2015. Qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années? Moi, j'aimerais bien comprendre. La personne qui est allée... j'ai envie de dire que la personne qui est allée négocier ce marché savait pertinemment à quoi il s'engageait. Peut-être c'est fait à dessein que rien ne marche. Parce que si c'est lui qui a pris les devants par rapport à ça, ça veut dire qu'il est conscient de l'état d'avancement du projet. Comment se fait-il qu'il ne dise rien? Comment se fait-il qu'il ne parle pas? Pourtant, ce stade est censé porter son nom. Pourtant, ce stade était censé recevoir la CAN. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fini. Bon, peut-être on ne parle pas des autres stades qui accompagnent ce stade de football. Peut-être c'est terminé. Les hôtels et les piscines, et Ça veut les dire que olympiques et tout. ce n'est même pas demain la veille que ce sera fini. Pour les contrôleurs, certainement il y en a eu, mais ils étaient corrompus. On leur dit, ce n'est pas votre problème. Si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui vous fait dedans? Prenez pour vous. Allez, dites que tout va bien. C'est tout. Voilà. Ce qui est sûr, c'est comme ça que ça fonctionne dans leur tête. Et maintenant, on est dans un pays où on n'a pas d'eau, où on n'a pas d'électricité, les enfants ne vont pas à l'école, mais on construit un stade avec autant... Bon, D'accord. on budgétise pour un truc comme ça et ça ne finit pas. Voilà. Même quand il faut voler, même quand il faut détourner l'argent, faites quand même un semblant de ce qu'on vous demande de faire. Là, même si on va être dur avec vous, on dira quand même que vous avez fait quelque chose. Et je profite pour dire à tous ces gens-là qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes bien, hein, vous êtes au-dessus. Mais quand ça va se renverser... D'accord. Alors, bon, moi, sincèrement, ce qu'on retient dans cette affaire, c'est des arrangements de petits copains. Parce que moi, je dis sincèrement, ce qu'on retient, ça veut dire que Chalamel, tu es mon pote. Alors, moi, j'ai un marché au Cameroun. Je sais que tu peux en construire le stade, je sais que tu fais juste les bétons, tout ça là. Comment faire pour que tu puisses t'enrichir? Bon, ok, d'accord. Faisons un stade où tu vas livrer. Parce que c'est ça en réalité. Et on comprend que les pièces du puzzle commencent à se mettre en place pour qu'on voit au fond ce qu'il y avait derrière ce projet, Karine. On a commencé à comprendre ça dès la négociation même du marché. 166 milliards, c'était déjà trop. Là, déjà, c'était trop. Pour un Cameroun qui vit dans des situations actuelles depuis 2015. Maintenant, à ce qu'on nous dit, il était plus cher que des stades qui prennent plus de place. Le stade de France, c'est plus de 81 000 places, mais ça a coûté moins de cet argent-là. Et aujourd'hui, on parle encore de la non-construction de ce stade. On a plus de... Voilà, stade de France, c'est près de 100 000 places, ça, déjà. Et là, c'est 171 milliards de francs CFA construits en 1998. Ça fait très longtemps. Peut-être que le nôtre aurait même pu s'écrouler entre-temps. Ce qui se passe avec notre stade, c'est que entre-temps, on mange comme ça, mais les vrais ouvriers qui sont sur le terrain, dans les stades en train de tourner le béton, en train de placer les sièges et autres, ne sont pas payés. Vous avez observé le nombre de grèves qu'il y a eu dans ces institutions-là. Chaque jour, on venait filmer les ouvriers de tel stade de grève, les ouvriers de tel stade de grève. Et ça fait plaisir à quel Cameroun de faire ça. Donc, c'est un arrangement pour faire mendier encore les populations qui vivent déjà dans la faim chaque jour. Et vous avez eu quand même un président de la Cour constitutionnelle qui a dit que si vous avez... de la Cour suprême qui vous a dit que si vous n'êtes pas payé, ne grevez pas. Restez chez vous, mourrez de faim, ne grevez pas. Restez chez vous. C'était justement parce que lors des dernières vagues de grève de ces employés de stade-là, il y a eu d'autres grèves dans d'autres entreprises. Et il a dit non, vous n'avez pas le droit de gréver. De faire grève. De faire grève. Oui. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a l'abandon du chantier, on a eu les violations des législations, l'arrêt de salaire, et maintenant on nous dit que Pichini a arrêté les travaux sans aviser, ceci, cela. C'est un gros arrangement que nous-mêmes on n'arrive pas à comprendre, qui fait que même la personne qui avait négocié le marché a mangé sa part avant de donner le reste. Alors, on va passer la parole à M. Bachou en deuxième partie. Permettez-nous, quand on lira les messages, vous aurez l'occasion de dire un mot sur votre colère ce matin, rassurez-vous. Madame, monsieur, restez avec nous, mais toujours est-il que sur cette question éminemment importante, on se rend compte de comment la mafia, parce que Chalamel a commencé par ça, comment la mafia s'est mise en place et comment elle s'est structurée au fil des années et comment aujourd'hui les conséquences sont devant nous. On voit bien qu'il y a un gouffre à sous, on voit bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore sanctionnées
mentionné, on voit bien que le stade, on ne l'a pas encore et que le complexe, peut-être, on ne l'aura pas. Donc voilà, en réalité, ce que représente ce gros scandale. Dans un autre pays, ça aurait mobilisé les procureurs, les magistrats et autres pour voir clair. Dans cette affaire, malheureusement, on est au Cameroun, on est au Wonderfulkistan, tout est wonderful, donc finalement personne n'a levé le petit doigt pour comprendre réellement ce qui s'est passé dans ce fiasco du stade ou du complexe Olembe Paul Biya à Yaoundé. Restez avec nous serons de retour dans un court instant pour la suite de cette émission. Lundi 16 décembre 2019, cette émission qui nous permet, eh bien, ce matin d'évoquer la question du stade d'Olembe ou le complexe sportif d'Olembe. Alors, Chalamel, on voit très bien qu'il y a dans cette affaire beaucoup d'enfumage. Vous l'avez suffisamment dénoncé dans votre colère ce matin. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire que l'ensemble des chantiers de la CAN était un flop dès le départ parce que c'était des copains, c'était des amis qui ont décidé, comme on a fait au partage de l'Afrique, M. Rifopoussi, se sont assis sur une table et ont décidé de partager. La preuve, l'ensemble des complexes dont on a parlé, les grands chantiers, des grandes ambitions, grandes réalisations et tout ce que, aux grandes opportunités, allez voir, mais qui n'est à quel niveau, M. Rifopoussi, le complexe industriel portuaire de Kribi est devenu port autonome de Kribi, c'est devenu le parc. Comme on a le PAD. Voilà le complexe. Quand même, monsieur Rifopoussi, ça porte le nom du chef de l'État. Le nom du chef de l'État. Allez voir sur le terrain, vous avez vu les images qui sont envoyées. Allez voir jusqu'à quel point on méprise le peuple camerounais. Monsieur Rifopoussi, je me demande où est passé ce sens civique que les Camerounais avaient à une certaine époque. Monsieur Rifopoussi, quel est l'eau que les Camerounais boivent, monsieur Rifopoussi, pour être zombifiés jusqu'à ce point où on est incapable de demander des comptes au gouvernement. Mais c'est un gouvernement de personnes qui trompent le peuple. On s'attendait à voir des complexes. Allez voir Japoma, on vous vante le stade. On ne vous vante plus rien d'autre. Allez à Garoua, on a l'hôtel, le fameux hôtel qui devait sortir, on vous vante autre chose que ce qui devrait être fait. Et les gens dorment sur les oreilles, monsieur Rifopoussi. Les gens réussissent à trouver le sommeil. Les gens se retrouvent à s'enrichir. À plus s'enrichir dans ce pays au détriment des gens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de lumière, monsieur Rifopoussi. Je me demande quel genre de députés on a dans ce pays. Nous avons des députés amorphes. Nous avons des députés sclérosés qui n'ont qu'une seule volonté, celle de remplir leur poche. Parce que, monsieur Rifopoussi, rappelez-vous qu'il y a juste eu un projet d'augmentation de salaire. C'était au Kenya. Les députés sont descendus les premiers dans la rue du stop. Ça ne peut pas se passer ainsi, monsieur Rifopoussi. Vous avez vu comment ça marche dans d'autres pays. Pourquoi au Cameroun, on a des députés qui jouissent d'une obésité, des députés qui vont plus dormir. Ils ne représentent pas le peuple, monsieur Rifopoussi. C'est pas sérieux. Et on se retrouve dans une nation où on dépense de l'argent, 217 milliards, sans que ça n'inquiète le chef de l'État, sans que ça n'inquiète les magistrats, monsieur Rifopoussi, qui devraient descendre, s'inquiéter de la situation. Voilà 217 milliards. On part de 163 milliards à 217 milliards. On est parti de 95 milliards de Mékin. On est aujourd'hui à plus de 115 milliards pour le barrage qui ne fonctionne pas depuis avril 2019. Mais c'est grave. Les premières prévisions à Mékin, c'était 25 milliards. Donc voilà. C'est excessivement grave. Donc j'estime, monsieur Rifopoussi, que le complexe en est la preuve. Est-ce que le chef de l'État va frapper? Est-ce que le chef de l'État est en mesure de frapper? On a frappé pour la CAN. D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que vous dites est réel parce qu'ils ont créé un terme juridico-financier, hein, les avenants. Ils font toujours beaucoup d'avenants quand ils montent les avenants. Malheureusement, on y est clairement. Trop d'avenants, on y va, on continue. Monsieur Rifopoussi, pas de maturation de projet. D'ailleurs, c'est un vrai problème au Cameroun, la maturation des projets. Monsieur Eric Fopoussi, quand vous dites que la voie d'accès à la tribune présidentielle à elle seule coûte 4 milliards de francs CFA, c'est quel genre de béton? Le béton qui vient de Neptune, qui vient de Saturne ou bien de Jupiter? Non, mais je vous dis qu'il y a un problème dans ce pays. Ça veut dire qu'on monte des projets, mais c'est en cours de projet qu'on commence à faire une étude qu'on aurait faite avant. Ça veut dire que vous voyez ce qui se passe avec l'autoroute Douala-Yaoundé. Ou Yaoundé doit passer quand on dit Yaoundé Douala. C'est maintenant qu'on réfléchit comment on va faire pour dégarpir les gens, les indemniser et tout ça là. Des questions qu'on aurait pu gérer avant de lancer les travaux. On fait ça, on fait au pas à pas. Il faut dire aux Camerounais
qu'ils sont aveugles. Je le dis aujourd'hui en regardant la télé, ils sont aveugles. Parce que le jour, non monsieur, il faut le dire, le jour que les choses vont être ouvertes, la dette, même mes petits-fils ne vont pas payer la dette à monsieur, il faut pousser. C'est les petits-fils des petits-fils de mes petits-fils qui vont payer la dette. Parce qu'on ne cesse de s'endetter. Non, il faut le dire. Vous avez c'est raison. des projets, on ne fait que s'endetter. Endetter le Cameroun. Endetter le Cameroun. Je suis là, je ne jouis pas du coltan. Je suis là, je ne jouis pas du pétrole. Je suis là, je ne jouis pas des avantages de cette terre, monsieur le Fopouti. C'est notre personne qui vient jouir. Même la route, je n'ai pas. Les stades, je n'ai pas. Et vous dites qu'on est content? C'est pas sérieux, monsieur le Fopouti. Oui, d'accord. On va lire quelques messages de nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin sur Equinox Télévision. Alors Karine, on se tourne vers vous, allez-y rapidement, je vous en prie. Jean Depardieu sur notre page Facebook concernant la colère de Chalamel. Les dirigeants sont tellement reconfortés dans leur imposture et vol qu'ils n'ont même pas peur de jouer publiquement au ping-pong avec un projet portant le nom du père. La honte a vraiment foutu le camp dans ce pays. Un autre message de Kameni Max, bienvenue au Cameroun, le pays des milliardaires fauchés. Notre message, une seule chose, corruption, pour construire la clôture du stade municipal d'Obala d'une superficie de 2500 mètres carrés. On a déboursé la somme de 215 millions. La barrière de ça, on veut voir 5 ans déjà, pas de réalisation. Je comprends mes frères qui meurent dans les Méditerranées. Mais oui, Notre message. monsieur, il faut pousser le transport. Le premier bateau qui ont accosté, parce que ça devait souffler. Au moins, fait sentir le roussi, monsieur, il faut possible. Les premiers bateaux qui sont arrivés, c'est 6500 tonnes. Or, pour livrer complètement le stade de Lembe, on avait prévu qu'il fallait 50 000 tonnes. Absolument. 50 000 tonnes afin de préfabriquer. On a commencé à 6500. Quand on a commencé à bavarder les médias, on a dit, taisez-vous, vous avez quoi à dire? On va passer à 9500 tonnes. Déjà, avec 6500 tonnes, ça nous faisait pratiquement 8 voyages. 8 voyages pour un bateau pour les conteneurs, pour 231 conteneurs. Monsieur, il faut pousser. On devait sentir. Ils ont su, ils ont dit non, puisque nous mangeons, taisons-nous, laissons-les raconter ce qu'on veut aux médias, raconter ce qu'on veut à l'opinion publique. Taisons-nous, nous on connaît qu'on a pris notre ami Kenkaye, on a pris notre ami qui fait la quincaillerie, il va venir livrer et le tour est joué. Oui, parce qu'il faut dire, Piccini, c'est en fait un quincailler. Hein. Si on s'en tient à ce que nous a dit ce matin Bombok, allez qu'ils font du béton, voilà, et ils stockent et ils revendent à ceux qui en veulent. Donc c'est la quincaillerie. Vous comprenez pourquoi on a éloigné tous les Camerounais? Ouais. Vous comprenez pourquoi on a éloigné tous les gars qui pouvaient venir faire les bétons, les ciments, sortir les sables de leur goût. On les a tous éloignés. Vous comprenez que la mafia a été tellement organisée que, mais attendez, allez voir leur compte. On comprend pourquoi ils naguent dans les rues. On comprend pourquoi ils se vantent. Ils font ce qu'ils veulent lorsqu'ils sont malades. C'est encore frais de contribuables. On va les soigner et le chef de l'État les couvre. D'accord. Karine, allez-y. On va lire. Ils doivent s'arrêter, monsieur. On va lire les messages, Karine. Oui. À propos de la colère de M. Batchou, il ne faut plus que le gouvernement continue à berner les Camerounais. Ils auront mieux fait de se taire que de dire des bêtises. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent que de l'entreprise italienne? Pourtant, il y a des responsables au gouvernement. Ce que j'ai à dire, c'est que ce pays restera toujours incompréhensible avec ce gouvernement. Franck Nana. Chez moi, j'essaie de comprendre en 237, je n'y arrive pas. Au contraire, je veux devenir folle. Des milliards et des milliards dans un pays pauvre sans route. On brûle toujours les étapes au 237. Mieux je dors. Ça, c'est Davila Gloria. Belle Christian. J'ai, voilà, un autre message de Frankie Dash de Londres qui nous écrit. Charles Lamel, c'est important de se rendre à l'évidence. Une femme qui parle de pacte de sang est une femme maléfique. Les Occidentaux approuvent cela, mais ça ne fait pas partir de nos cultures. Les femmes, au lieu de se focaliser sur des absurdités, devraient s'abreuver au chevet de leur maman et grande-mère pour acquérir plus d'expérience dans le domaine matrimonial. Un autre message, qu'elle meure car elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien à personne. D'ailleurs, en mourant, elle diminue le nombre de personnes sur la terre. Arrêtons. C'est pas bon pour la télé, ça. On ne peut pas dire aux gens de mourir, quand même. Allez-y, Karine. Un autre message, la mascotte du chat ne ressemble pas du tout à un lion. Ses pattes sont comme les bâtons de manioc bobolo. C'est plutôt la mascotte du commis du manioc. Du comice du manioc. C'est Nelson Dengifo qui nous a écrit. D'accord. Alors, on va, madame, monsieur, tout de suite prendre avec vous, Karine Santia, la revue des réseaux sociaux.
Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on parle du premier sujet, l'article 246 du Code général des collectivités territoriales qui divise sur la toile. Beaucoup de personnes sont entre des incompréhensions et des explications des experts. Beaucoup de personnes aussi se focalisent sur les notions d'autochtonie et d'allogène. Alors, bon, ça c'est un débat, je veux dire, au Cameroun on débat sur tout. Alors, bon, il y a comme les chiffres qu'il faut qu'on comprenne. Ça veut dire que tout ce débat qui a cours actuellement concerne 14 communautés urbaines au Cameroun, 14 communautés urbaines qui représentent 45 communes. Donc, sur 315 autres communes au Cameroun, il n'y a pas ce débat-là. Le débat est sur 45 communes qui sont regroupées en 14 communautés urbaines. Donc, vraiment pas la majorité de ça. Et on se rend compte que ça nous éloigne des vrais sujets parce qu'on aurait pu s'interroger sur quand est-ce que ce sera appliqué, comment ce sera appliqué et est-ce qu'il y aura le décret d'application tout de suite. On sait qu'en 96, on a établi la décentralisation au Cameroun, mais nous voyons que c'est plus tard que ça a été appliqué et même jusque-là, c'est pas appliqué totalement. Absolument, et vous avez tout à fait raison. En fait, c'est un problème d'argent. La majorité de nos compatriotes se sont engagés dans la course effrénée vers l'enrichissement. Comme à Yaoundé, on sait qu'on gère les milliards et que Yaoundé a consenti d'envoyer quelques milliards dans les collectivités territoriales décentralisées, on s'engouffre pour qu'on contrôle ces 10 milliards-là. Même ceux qui parlent comment je veux dire ça, veulent préserver ce qu'ils disent la démocratie, on peut être élu ou ça ne les concerne. Ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est les milliards qui vont être là et les élus locaux. Ils n'en parlent même pas. Quel est le statut des élus locaux? Aujourd'hui, les élus locaux ont un statut plus élaboré. J'allais même dire avec des privilèges énormes, ils n'en parlent pas. Ils se rendent compte dans le même truc que les autorités administratives ont encore plus de pouvoir maintenant. Les gouverneurs et les préfets vont manger mal, comme on dit au quartier. Oui. Et ils n'en parlent pas. Personne n'en parle. Oui. Nous sommes dans la décentralisation, soi-disant, et vous avez bien fait de le dire. C'est la loi qui fait office de constitution au Cameroun, ça date de 1996, oui. Mais les lois arrivent en 2004 et le décret d'application en 2008. Oui. Et rien n'est appliqué jusqu'à aujourd'hui. On est encore, vous nous le rappeliez encore la semaine dernière, on était encore à 1%. C'est parce qu'on a dit qu'on va augmenter à 15% parce que en fait, quand on parle de maire, on a enlevé le délégué de gouvernement, mais la communauté urbaine reste. Pourquoi la communauté urbaine devait rester? Puisqu'en fait, il y aura chevauchement entre le travail dévolu à la communauté urbaine dans les 45 communes auxquelles vous faites allusion, oui. Et les maires de ces arrondissements-là, dans les 45 communes. Quelle orientation voulons-nous pour la ville? Dans nos villes, dans les 45 communes, quel sera le travail du maire élu? Même si l'autre qui va représenter la collectivité, la communauté urbaine, on dit qu'il sera élu. Mais en fait, les pouvoirs seront plombés. Et les gens ne voient pas ça. Ils voient seulement quelques privilèges. Ils vont dire, mais ici, attendez, nos royaumes ont précédé la République. On sait bien qu'il existe un pays Bamoun. On sait bien qu'il existe un pays Fangbeti. On sait bien qu'il existe un pays Bassa. On sait bien qu'il existe. Donc, mais si dans ces tumultes-là, il y a une communauté urbaine à Fumban et que le gars qui est un Bamoun, on va commencer à discuter quoi? Ça n'est pas. Si à Bafoussam, c'est un gars de là, ici à Douala, les délégués de gouvernement ont toujours été des gars d'ici. Et ça change donc quoi? Si c'est eux, le problème, c'est essayer de se battre pour que la commune soit plus proche des populations. Est-ce que justement, il n'y a pas une stratégie du pouvoir de Yaoundé de nous éloigner des vrais enjeux? Parce que j'ai le sentiment que dans ce pays, l'histoire se répète. Ça veut dire qu'on est en train de parler d'une chose aussi sérieuse que les collectivités territoriales décentralisées. On nous focalise, on nous amène sur une fausse route, autochtonie, allogénie, alors qu'ils vont adopter à l'Assemblée nationale des dispositions qui vont considérablement changer la vie des Camerounais en les tirant vers le bas, en réalité. Absolument. Si vous lisez le livre de Kwame Nkrumah, La lutte des classes en Afrique, paru
aux éditions Présence africaine, vous allez voir. C'est-à-dire que à chaque strate, que ce soit chez les militaires, chez dans les milieux économiques même, chez les avocats, chez les milieux politiques, c'est-à-dire le monde est divisé en strates et chacun veut constituer une caste qui va se considérer comme privilégié. C'est ce que nous appelons aussi la bourgeoisie. Donc la bourgeoisie est en train de se réformer à chaque fois et c'est les mêmes privilèges. Pourquoi on le dit? Parce que en fait, lorsqu'un maire il arrive, il ne cherche même pas à savoir dans les localités, et même ça a été ressorti ici. C'est-à-dire, on privilégie les NAM. Et les maires, même ceux qui débattent là que non, on doit élargir l'élection, ils oublient que l'État lui-même forme les administrateurs. Oui, c'est qui gèrent les mairies, ces femmes. Oui. Mais on oublie ces femmes. Les gars de ces femmes sont où? Voilà l'argent qu'on va envoyer aux mairies. Et l'État a créé une école à Beuya qui forme les agents. Mais on ne les recrute pas. Voilà. Et on interdit aux maires de les recruter. On vous dit, vous allez recruter à l'ENAM. C'est une incongruité terrible. Il faut expliquer que les secrétaires généraux des communes comme des communautés urbaines ont beaucoup de pouvoir en réalité au sein de la commune où ils sont nommés. Il faut rappeler qu'ils sont nommés sur proposition pas le chef de l'État, sur proposition du ministre de la décentralisation. Ouais. Donc on est clairement là, on vous donne un peu, on prend tout, personne n'en parle. On donne de la main droite, on reprend ça de la main gauche. Oui. Donc c'est tout. Personne n'en parle. Il faut rappeler que on vient nous amener dans les débats même les maires de la ville dont on parle vont rester toujours sous la tutelle du préfet. Absolument. Il faut et surtout, et si ça devient même très dangereux, si, comme j'aime souvent interpeller les députés Charles Amel ici, que les députés réalisaient ça à terre honorable. Si vous êtes vraiment les députés de la nation ici, le préfet peut refuser de valider parce que là-bas on prend au lieu de dire prendre acte, parce que la loi qui gère la commune c'est la délibération. Et quand le texte en question qui est débattu à l'Assemblée dit que le préfet peut refuser de signer, et que cette loi-là n'existera pas, comment vous allez faire? Donc le préfet attendra que le conseil, l'exécutif comme on vient de dire, bon, non, chef de terre, bon, comme tu vois, bon, tu sais là, dans la coopération des centres, bon, vraiment, essayons de voir, on fait comment, signer, voilà. Non, signer, non. Donc, c'est intéressant. Donc, en réalité, on nous a sclérosé, on nous a zombifié. C'est un test qui n'apporte rien du tout. Depuis vendredi, et ça, pour moi, c'est dommage que dans ce pays, on en soit vivre. Depuis vendredi, personne n'évoque le statut spécial que nous attendions tous, du nord-est et du sud-ouest. C'est là, même là, personne n'en parle. On n'a rien à donner, justement. Ça, ils sont revenus à l'article 38, alinéa 2 de la fameuse constitution de 61 que Aïdjo a banni et que le chef de l'État ne veut pas reprendre. Il était dit dans l'article 38, alinéa 2, l'assemblée des chefs traditionnels du Cameroun méridional est maintenue parce qu'on voulait l'enlever à l'époque. Donc c'est ça qu'on remet, simplement. Donc il n'y a rien de spécifique. Et ici dans le Cameroun francophone, on a mis ça où? Au niveau des régions. C'est-à-dire que le conseil, c'est comme ça que vous l'appelez, c'est que moi je voulais qu'on appelle assemblée régionale, on appelle conseil. Non, ils appellent ça chez nous, francophone, conseil régional. Conseil régional. Chez les francophones, ils appellent assemblée régionale. Si on le condamne chez nous, donc les francophones, il y aura une chambre des chefs traditionnels. Ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Les chefs traditionnels, c'est que ils vont dire, ils sont habitués à faire les micmacs. D'abord, on donne à certains 50 000, 100 000 ou 200 000 selon le cas, selon leur grade. On leur confine dans une chambre en leur disant, allez aider les autorités administratives à bien prendre vos terres, voilà, dans les trucs. Et les autres, ils n'auront pas de choses. Donc, ils seront rattachés à l'orientation donnée par le gouverneur. Le gouverneur vient faire quoi ici, dans le cadre de la décentralisation? Donc, en fait, c'est la déconcentration qu'on a voulu encadrer, qu'on a renforcé. Oui, parce que le gouverneur, pour les régions, a encore plus de pouvoir. Il a encore plus de pouvoir qu'il ne l'avait avant. Qu'avant. D'ailleurs, je commence à voir les gouverneurs saliver avec l'arrivée des présidents des conseils régionaux, puisqu'ils vont vraiment saliver, parce que toutes les décisions qui sont prises par le président du conseil doit être validé, accepté par le gouverneur qui est le représentant de l'État et il est présent à tous les strates
des régions, malheureusement. Mais personne n'en parle. On parle des choses qui ne nous apportent pas grand-chose dans ce pays. D'ailleurs, on parle d'assemblée régionale au nord-ouest et au sud-ouest. Quel est ce genre d'assemblée qui ne peut pas légiférer? C'est quand même terrible. On est en train de nous tourner en bourrique. Oui, c'est ça. Voilà la première question. Voilà. Une assemblée qui ne peut pas légiférer, malheureusement. Alors, Charles Hamel, sur ce débat autour de l'article 246, qu'est-ce que vous dites? Monsieur Éric Fopoussi, je tiens à préciser déjà que ce Code général des collectivités territoriales décentralisées compte 501 articles. Donc, les gens ne se sont intéressés. Les cabinets noirs n'ont voulu n'entretenir les Camerounais que sur l'article 246. Parce qu'en fait, il faut le dire, lorsque vous vous rendez compte, c'est des gens tapis dans l'ombre qui travaillent pour des individus véreux qui n'ont mis en avant cela pour occulter ce qu'il y a de particulier. Monsieur Éric Fopoussi, disons-le clairement, disons-le clairement que M. Éric Fopoussi, cet article, comment je veux dire, prend acte ou légalise le tribalisme. Je vais l'employer de manière simple. Moi, je ne connais pas employer vos mots de garde de l'ENAM là, parce que vous avez les mots de garde de l'ENAM. Ça acte le tribalisme. Parce que, au vu de tout ce qu'on est en train de lire, est-ce qu'un Camerounais se sentira libre encore dans n'importe quel endroit du Cameroun, comme l'avait dit le chef de l'État? Je ne pense pas, au vu de tout ce qui est en train d'être dit. Parce que si on s'appuie sur le principe de la démocratie protège les minorités et non les autochtones. Et s'il faut parler des autochtones, je crois que les seuls autochtones de ce pays, c'est les Pygmées et les Mororo. C'est les Pygmées. Non, mais monsieur, il faut aussi. Non, je dis c'est les Pygmées et les Mororo. Non, ce débat me semble indécent. Ce débat me semble indécent. On va devoir restituer. Permettez-moi. Oui. Je peux me tromper, monsieur il faut pousser. Permettez-moi de donner mon point de vue. Oui. Je dis bien que lorsqu'on a dit, on a parlé, raconté l'histoire du Cameroun en termes du processus migratoire, on a dit c'est les Pygmées. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que partant de haut vers le bas, il y a plusieurs danses traditionnelles, plusieurs rituels qui sont propres. Si on commence à faire ce que vous faites là, on va se retrouver à l'Homo sapiens qui est du Kenya. Moi, je ne veux pas qu'on fasse le débat. Mais monsieur, on m'a dit que oui, avant l'Homo sapiens, monsieur après, je dis dans la définition d'un autochtone. Oui. C'est quoi la définition d'un autochtone? Nous savons tous de quoi il s'agit. Nous savons tous de quoi il s'agit. Donc, on a dit ici que les royaumes ont précédé la République. À partir de ce moment-là, on arrête tout. Oui. Monsieur il faut pousser, permettez-moi de terminer. Ça veut donc dire que jamais, dans une zone comme celle-ci, ça va poser d'énormes problèmes que vous voulez occulter. Mais qui sont là et qui commencent. Ça va poser des problèmes que par exemple, les cabinets noirs ont créé. Ça ne va créer aucun problème sur le plan normal. Non, parce que moi, sincèrement, je suis désolé. Mais est-ce que vous savez que les maires de la ville ne sont autre chose que les délégués du gouvernement qu'il y a actuellement? Et ces délégués du gouvernement ont toujours été nommés sur la base de l'appartenance à la région. Jusqu'à maintenant, à l'ouest où il y a Bafoussam, le délégué du gouvernement de Bafoussam est de Bati, il est originaire de l'ouest. Ça a toujours été ça. Et je veux quand même expliquer qu'à Douala, par exemple, il y a deux mairies qui sont où les maires sont de l'ouest. Douala 2e et Douala 3e. Il faut qu'on rappelle ça aux gens. Je veux dire, à Douala, où nous sommes ici, il y a deux mairies qui sont occupées, où les maires sont originaires de l'Ouest. Douala 2e, Douala 5e. Il me semble que ce texte ne change pas ça. Au délégué du gouvernement est de l'Ouest depuis 1000 ans. Donc ce n'est pas là le problème. Nous n'engageons pas dans ce genre de débat. La République du Cameroun, Charles Hamel, c'est construit. Non, parce que vous voulez, on ne peut pas aller dans... Vous ne pouvez pas aussi dire qu'on prend ce que vous dites pour vérité. Non, mais vous vous suivez le cabinet noir. Non, monsieur, il faut le dire, il faut que les Camerounais sachent. Ça peut être ce que pense le cabinet noir, mais il faut qu'on décrit, qu'on se rende compte que ceux qui sont assis à l'Assemblée, c'est qu'il y a... Attendez, quels sont les royaumes qui ont précédé la République? Charles Hamel, quels sont les royaumes qui ont précédé la République au Cameroun? Oui. Quels sont ces royaumes? On les connaît. On les connaît. Alors, moi, je veux juste faire une précision, Charles Hamel. Est-ce que vous pensez que ce débat sur la logénie, autochtonie est plus important que
tout ce qu'on a évoqué ici 1% a évoqué ici avant. Le sujet sur les 500 autres articles. Je pense que le sujet de le sujet, c'est pour justement dire que cette affaire nous éloigne des vraies questions. Est-ce que les Camerounais se sont dire qu'il faut l'évacuer. Se sont posé la question. Est-ce que les Camerounais se sont posé la question quand est-ce que si ce projet-là est voté, quand est-ce qu'il va rentrer en application? Voilà une question essentielle. Voilà. On va encore attendre 5 ans pour le décret d'application. Oui. Dominique Audrey. Malheureusement, moi je me serais exprimé en suivant Charles Armel, donc, puisque vous estimez qu'on ne peut pas parler de ça, moi je trouve que ce sujet a largement sa place. Beaucoup de personnes se sont senties frustrées par rapport à ça. Peut-être ça a toujours été ça, mais le fait de le mentionner, de dire que ne pourra être maire de la ville qu'un autochtone, ça dérange. Ça dérange. Mais puisque c'est là, depuis 87, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on fait. Mais pourquoi alors ça te dérangerait? On ne l'a pas balancé comme ça à la figure des gens. Mais c'est là, puisqu'on le vit depuis 1987 au moins. Oui, on le vit. Mais est-ce qu'on a dit aux Camerounais que vous ne pourrez pas être maire de la ville à Douala si vous venez de Nitoukou? Non, on ne l'a jamais dit aux gens. Bon, maintenant qu'on le dit, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dérangés. Et depuis ils sont dérangés parce qu'ils veulent nous amener dans les débats des bas étages. Bon, justement, on tire la société par le haut. Il y a certains débats qu'il faut évacuer très vite. Quand vous y attendez, vous n'allez pas vous épanouir. Depuis vendredi, sur la toile, par exemple, on a vu des gens ont sorti des dossiers. On nous dit qu'aux États-Unis, il y a un maire qui n'est pas américain de nationalité. On nous dit qu'en France, il y a tel qui n'est pas français d'origine. Pourquoi, comme vous venez nous dire qu'un Bamileke ne peut pas être maire à Douala et vous ne voulez pas qu'on n'a pas... Non, à Douala, un bazar ne peut pas être maire à Douala. Non, par exemple, ne peut pas. Mais si on passe sur la base de l'autorité, vous savez, vous êtes employé, vous êtes employé. L'article 246 dit ceci, monsieur Mbachou. Les maires de la ville sont originaires de la région rattachée. Ça veut dire que dans la région, un enfant né de la deuxième génération, parce qu'il est de l'Ouest, né à Neubel, grandi à Neubel, n'est pas autochtone. Voilà, il n'est pas autochtone de Douala. Je vous réponds, monsieur Mbachou. Il n'est pas autochtone de Douala. Je vous réponds, si vous voulez. Non. Le président Biya, dans les Tigons, il est dénoncé ici. Il n'est pas le sénateur né à Douala s'appelle Ngayab, sénateur du littoral. Pourquoi on le met dans la... Il n'est pas autochtone à Douala. Arrêtons. Moi, je dis, il n'est pas autochtone ici à Douala. Je peux le prendre le cas. Les gars, il y a le vivre ensemble où c'est justement ce dont il faut poser question. C'est pour ça qu'il faut rentrer par les mêmes textes du chef de l'État qui a dit que les Camerounais, tout Camerounais est libre de se sentir à l'aise là où il se trouve, monsieur il faut aussi. On peut pas dire que tu es autochtone. Alors, il y a les moi je pose une question. Tumbala, qui sont les Ewondo du Fundi, mais il y en a qui ne sont pas originaires, qui ne sont pas autochtones dans le Fundi. Ils sont autochtones en Vengue, ils sont autochtones ailleurs. Des fonctions, pourtant, non, je vous parle de la capitale. Ils ne sont même pas camerounais. Parce que ce que vous oubliez, c'est que c'est ça. Et là, le drame, c'est que l'ivoirité a coûté 3000 morts. La question de l'ivoirité a coûté 3000 morts en Côte d'Ivoire. Le reposer ici, là, ne nous éloigne pas de là, c'est acter le tribalisme. Ça veut donc dire qu'il faut... Nous sommes en train d'acter le tribalisme, de tuer la vérité, de vivre ensemble, d'unité nationale, telle que prônée par le même régime en place. Bon. L'invoque Tumbala qui sont Wondo et qui n'est pas lui, parce que la plupart c'est à Yaoundé, dans le Fundi, qui lui est en Vengue. Il ne peut pas venir réclamer son autochtonie dans le Fundi. C'est à la mêle, il ne peut pas. Alors, je rappelle encore que... Pourquoi vous voyez ce débat, je rappelle que ce débat n'a lieu que sur le même congrès familial. Bon, ce débat... Il faut lire les textes sur la toile pour voir qui ça vise. Parce que nous avons l'impression que nous discutons et si on va emballer les Camerounais, il faut lire sur la toile pour voir et les réactions d'éminentes personnalités pour voir là où nous sommes en train d'aller. Il faut le dire. Mais on va pas remettre sur le tableau de plateau. Disons la vérité. Ces personnalités peuvent se tromper. Ils le disent. Non, pas tous en même temps, je vous en prie, cher monsieur, pas tous en même temps. Je vais se rappeler que ce débat... a cours sur 14 communautés urbaines et même 14 c'est trop. Voilà. J'imagine que le grand enjeu c'est Douala et Yaoundé pour beaucoup de gens. Mais il faut rappeler que dans les communes d'arrondissement à Douala, il faut dire ça au Cameroun, c'est la vérité.
Je rappelle qu'il n'y a pas de mesures restrictives sur ces communes d'arrondissement-là. Je rappelle encore que la Douala 2e et Douala 3e, ce sont les halogènes, si vous voulez, je suis le terme comme ça, pour que vous compreniez qui sont les maires là-bas, et ça continuera parce que même dans les listes qui viennent là, vous savez que cette expression halogène avait coûté, c'est ça qui a coûté l'installation de Monseigneur Wooking. On avait débattu de cette question lorsqu'on l'avait installé. On a dit que quelqu'un qui de là ne peut pas venir installer, ne peut pas présider à Yaoundé, à la cathédrale de Yaoundé. Il faut éviter, parce que c'est des expressions qu'on ne doit pas. Il faut qu'ils sachent qu'on doit bannir cela. Ça entache et ça entame de vivre ensemble et l'unité nationale telle que prônée par eux-mêmes. D'accord. Ça entache comment? Puisque le président... non, le président chinois... On va pas un ping-pong. Non, c'est ça, justement. Le président chinois a dit que chez lui, pour nommer un évêque, c'est lui qui doit désigner. Pourquoi on ne peut pas l'imposer aussi? D'accord. Oui, mais absolument. Ça sera la même chose qui va se retrouver dans le nord-ouest et le sud-ouest. Soyez prêts à assumer parce que là, ça va s'étendre. On est en train de jouer à un jeu, mais il y a une étincelle qu'on est en train d'allumer. Vous ne voyez pas cette étincelle qu'on allume. Elle deviendra un brasier dans ce pays. L'égalité a coûté 3000 morts en Côte d'Ivoire. Faites attention. Faisons attention au Cameroun avec ces expressions qui entrent. C'est mal interprété. L'interprétation que eux ont en train de donner est mal interprétée par le bas peuple. Mais expliquez donc mieux au bas peuple ce qu'il en est. C'est donc à vous, les évolués, d'expliquer au bas peuple. Expliquer ce qu'est l'ivoirité aussi. C'est un débat qu'on peut aussi avoir. Hein, parce qu'après, expliquer aussi simplement, on pensait que c'est une affaire trop compliquée. Mais bien sûr, parce qu'après, nous savons tous en Côte d'Ivoire ce qui s'est joué. Donc arrêtons de manipuler l'opinion. Alors, on va, Karine, continuer. Dans ce que dans la revue des réseaux sociaux, mais je voulais quand même qu'on retienne à la fin de ce qu'on a dit aujourd'hui que le grand débat et le plus important, c'est de dire que ce qui est fait actuellement n'est pas nouveau. C'est simplement à 20%. C'est comme si on a pris les lois de 2004, on les a compilées dans un même document, on a augmenté 20% de choses. Donc il n'y a pas grand-chose de nouveau. Qui suit l'article 247 aurait pu être un vrai débat, puisque l'article 247 dit quoi? Que le peut être maire de la ville, les maires des communes et les conseillers municipaux des communes de cette communauté. Ça, c'est un vrai problème, par contre. Donc voilà un vrai problème. Personne n'en parle. Ah, ça veut dire qu'on vous dit que... Vous avez dit c'est un problème d'argent. Les gens ne regardent que l'argent, ne regardent pas l'argent, le travail qu'il y a à faire au bénéfice des populations. Ils disent parler au nom des populations parce qu'on voudrait que le maire soit n'importe qui. Voilà. Non. Allez lire l'article, madame, monsieur, allez lire l'article 247 alinéa 3 de ce projet de code et vous comprendrez ce qui se joue. On va, Karine Sontia, parce qu'en fait, on a voulu dire qu'on met un maire de la ville, mais il n'y a aucun changement là-dedans. C'est toujours le délégué du gouvernement. C'est ce qu'il faut retenir. On va poursuivre, Karine. Quand je l'ai dit la dernière fois, si vous avez dit que rien n'a changé, c'est par là que vous avez commencé. On parle cette fois-ci des enseignants. 1237 enseignants qui viennent d'être recrutés dans 8 universités d'État, suivant l'ordre 166 pour l'université de Bamenda, à Boya 164, à l'université de Douala 162, à l'université de Tchan 144, université de Marois 137, université de Ngaoundéré 165, université de Yaoundé 1 164 et université de Yaoundé 235. Alors sur la toile, depuis vendredi dernier, depuis samedi, on retrouve des images de grève ou encore de manifestations de ces enseignants-là devant le ministère de l'enseignement supérieur. Ils ont passé la nuit à la Belle Étoile pour protester contre ce recrutement-là qui pour eux dénonce ou encore laisse voir de nombreuses irrégularités. Alors, Bombok, il faut rappeler que ce recrutement, c'est un recrutement spécial du chef de l'État parce qu'il y avait eu des doctorants PhD qui avaient fait grève à l'époque pour réclamer leur recrutement parce que étant au chômage. Il faut dire que ce n'est pas un recrutement qui vient ex nihilo, ça a une histoire. Mais malheureusement, l'histoire n'est pas belle par la suite parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de mécontents après cette première vague. On voit beaucoup de gens qui se plaignent et qui voient leur avenir d'ailleurs compromis par ce recrutement, par leur mise de côté. Il y a le cas d'un docteur là-bas à Yaoundé 2 qui a été 12 ans monitrice de TD et qui aujourd'hui et qui aujourd'hui est sans avenir, et d'ailleurs parmi les personnes qui ont fait le sitting ou qui ont dormi toute la nuit devant le ministère de l'enseignement supérieur samedi
et hier dimanche. Je souhaite seulement que le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur ne va pas faire comme Ngal Bibi à son époque, c'est-à-dire qu'il va les amener devant le délégué général à la sûreté nationale en leur disant de ne plus jamais faire grève. Non, l'université du Cameroun est au sol. Ça, on le sait depuis longtemps. Et ceux qui dirigent l'université le savent. Je ne reste qu'au niveau des recrutements, puisque l'histoire d'aujourd'hui nous ramène là. L'université recrute comment? Vous y êtes en faculté ou dans les grandes écoles, on suit la progression de l'étudiant. Dans le système qui nous concerne, dès que vous avez votre Master 2 avec la moyenne requise pour être admise en 2A, en principe, l'université vous prend, commence à vous prendre là pour charger de TD, ainsi de suite, ainsi de suite. Sous l'encadrement d'un maître. Bon, il faut relativiser parce que désormais, c'est plus de Master 2 maintenant. Voilà, Master 2. Je dis Master 2, dites-moi doctorat. Voilà, Master 2, donc, honnêtement, il y a un maître qui vous encadre. Il vous encadre. Si vous sortez de l'université, effectivement, c'est que vous êtes sorti. Donc, et ceux qui continuent, ils seront donc encadrés jusqu'à l'obtention de la soutenance de leur thèse. Vous êtes suivis, vous avez des fiches. Vous avez des fiches. Donc l'université camerounaise est malade à deux niveaux, à deux niveaux. Le premier palier, c'est que vous ne pouvez pas sortir de la faculté de SOA, de droit, sciences éco ou tout, venir vous inscrire. Par exemple, vous avez eu des affectations, vous ne pouvez plus vivre à Yaoundé, transférez votre inscription à Tchang, à Douala ou à Ngaoundéré. C'est long que vous pouvez vivre ici ou là-bas. C'est déjà un problème. Deuxième problème, quand on vous recrute, vous êtes un fonctionnaire ou un agent de l'État. Ça veut dire qu'on peut vous affecter n'importe où. Maintenant, le nombre par établissement, par université que Karine a décliné, c'est les besoins dans chaque établissement à ce moment-là. Mais pourquoi on ne peut pas justement avoir un fichier réel où aujourd'hui on vient enlever les gens qui ont été docteurs depuis 5-6 ans et donner des cours en attendant le processus de recrutement et on vient prendre ceux qui sont au niveau de master. On va aller il y a des magouilles comme ça et qui mettent l'université en bas. Malheureusement. Oui, absolument. Juste un mot là-dessus, je vous en prie. Le seul mot que je veux dire, c'est que cette liste a été faite quelque part. Ça a été délocalisé. Chacun a travaillé sa liste. Dans sa région, on a envoyé, on a compilé, on a donné parce qu'il y a des noms fictifs. Il y a des gens même qui travaillent même déjà à l'intérieur. En un mot, voilà ça. D'accord, mais écoutez, ce qui est certain, c'est qu'on va attendre l'autre vague qui va arriver. C'est ce qu'on nous signale officiellement, mais ce qui se passe actuellement à Yaoundé doit être rapidement réglé. Karine, on termine. Oui, on termine avec la mascotte du Chan 2020 qui est vivement critiquée sur les réseaux sociaux par les internautes. Certains qui critiquent avec même des termes injurieux, qui ne comprennent pas comment cette mascotte-là ait pu être retenue. Comment est-ce qu'on explique? Qu'est-ce que ça décline? Quel genre de lion est gros à la tête et mince au torse jusqu'au pied? De toutes les façons, beaucoup de personnes ont émis des critiques par rapport à cette mascotte-là qui a pris beaucoup de millions. Dominique Audrey, vous êtes, on va dire, féru d'art, c'est ça? Vous trouvez que c'est une honte pour le Cameroun d'avoir une telle mascotte qui s'appelle Tara? C'est à l'image du Cameroun. Vous aussi, vous mettez vous aussi. Oui, ce qu'on voit là, c'est comme ça que le Cameroun est. Et c'est ça qu'on a donc présenté de façon artistique à la face du monde, parce que certainement c'était le plus beau de toutes les œuvres qu'on a présentées. On aurait dû nous relancer à la place de lier un autre homme. Ce sont les idées qui sont dans nos têtes qu'on rend publiques. Puisque c'est qu'on a rendu public, je suis d'accord avec Audrey. Nous développons, voilà, plus c'est faux, si c'est mauvais, plus c'est banal, plus on aime. Tout le monde, c'est aujourd'hui la chanson de l'année, c'est qui? C'est Nyangono. Voilà, et après vous vous rappelez. Grand Barak. Voilà, vous vous rappelez que c'est le pays de Manu de Bango, de Francis Bébé, mais qui des Tala, là où il y a les Tala vivent encore et tout, vous me dites Nyangono. Donc, c'est cette idée que nous développons. On sait quand même que les mascottes, généralement, sont utilisées pour faire plaisir aux gens, pour distraire les gens. Généralement, ça fait rire les enfants, ça n'effraie pas les enfants. Mais celle-ci, je ne sais pas si un enfant pourra passer à côté. Non, mais Chalamel, vous qui êtes un spécialiste quand même de l'art, est-ce que on n'est pas un peu dans la facilité quand même à tout critiquer dans ce pays, même des choses qui sont, on va dire, réservées aux experts, aux initiés?
ce que ça renvoie en termes de conception de travail artistique. Monsieur Eric Fopoussi, à l'Institut de formation artistique de Mbalmayo, vous avez des enfants qui font des conceptions plus belles que ça. À l'Institut des Beaux-Arts de Nkonsamba, vous avez à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, vous avez sous la direction du professeur Njoya, docteur Njoya, vous avez la possibilité d'avoir des œuvres plus belles. Si lorsqu'on regarde, ils envoient souvent leurs enfants passer des vacances à Disneyland. Vous voyez à quoi ressemble Mickey Mouse, vous voyez à quoi ressemble Donald Duck. Vous voyez bien comment on présente ces qu'on a, c'est d'une nullité. Et voir tout un ministre féru, penseur, écrivain, danser près d'une telle mascotte, mais monsieur Eric Fopoussi, c'est à se demander si on n'a pas altéré quelque peu les réalités chez le ministre, monsieur Eric Fopoussi, parce que cette mascotte ne représente absolument rien. La mascotte, quand vous regardez, vous avez un morceau de peau, je ne sais même pas si c'est le baume. Sur la tête, c'est plutôt des bananes. On aurait dit un régime de bananes superposées et collées sur la tête. Vous regardez même les jambes, mais ça, à moins que ce lion a le quachoko, je ne sais pas quel type de maladie ce lion pourrait avoir. On fait des représentations. Vous êtes dur, c'est loin. Vous êtes dur, monsieur Eric Fopoussi, c'est loin de là, même au niveau de la représentation zoomorphique du visage du lion, ça ne représente à rien. C'est plutôt un chat, monsieur Eric Fopoussi. D'accord, en tout cas. Un chat anglais. Venant de vous, je peux, parce que après, si vous-même, vous qui êtes expert en art, vous dites ça, bon, maintenant je peux aussi, on peut comprendre pourquoi il y a un tel rejet. Un lion qui n'a pas de queue, une mascotte, un lion qui n'a pas de queue. Je crois quand même que dans la représentation, on s'arrange à ressortir les parties essentielles. Vous êtes sans ignorer pour les initiés que nous sommes que le lion de tous les animaux, c'est le seul lieu où il y a une griffe. Sur la queue du lion, il y a une griffe. Monsieur Eric Fopoussi. Voilà là où vient la force du lion. Mais malheureusement. Mais bon Dieu. On n'a pas de griffe. C'est pas qu'il y avait une griffe. C'est pas vrai. Ils doivent se sentir très gênés ce matin après la critique acerbe. La représentation du lion partout. La queue du lion a une griffe. Absolument. La critique acerbe à laquelle vous soumettez cette affaire, cette mascotte, franchement, fait froid. Voilà. Merci. On va s'arrêter là. On va tout de suite prendre interpellation, madame, monsieur. Interpellation pour ce matin, regarde l'élément. Réalisé, monté par Cédric Chouna. Et ensuite, on va revenir pour un petit commentaire 30 secondes sur le plateau. Pour ma part, pour que Cameroun se développe, il faudrait d'abord que nous puissions consommer nos propres produits que nous fabriquons au Cameroun. Pour moi, c'est ça, c'est la première des choses. Parce que quand il y a économie dans un pays, c'est la première de booster le pays en quelque sorte. Parce que l'économie qui est un peu la base d'un pays. Quand l'économie est bien avancée, c'est que le Cameroun aussi, le pays aussi sera un peu en hauteur. Donc pour moi, il faudrait qu'on consomme d'abord notre pays. Et pour cela, il faudrait qu'on mette les moyens en jeu pour pouvoir nous permettre de réaliser certains projets nous-mêmes dans nos pays, permettre à la jeunesse de s'épanouir, de pouvoir récolter les idées de chaque personne, chaque jeune, de pouvoir l'accompagner dans son projet, en donnant les moyens nécessaires, que ce soit financiers, humains, ou quel qu'en soit, mais qu'on accompagne le jeune à pouvoir se sentir bien dans son pays, en lui permettant de réaliser son pays, ce qui va permettre de booster un peu le pays. Réaction? Non, je suis d'accord avec notre compatriote. C'est comment créer un marché de consommation. C'est ça que vous produisez les choses que vous ne mangez pas. Et ni même de dire c'est le riz pakistanais qu'on mange ici. Maintenant, et voilà, vous nous avez amené la loi qui est en discussion actuellement. Comment amener les collectivités territoriales décentralisées à favoriser ces choses-là? C'est qu'on appelle ici les miracles de tout ça, je ne sais pas à quoi ça sert. D'accord. En réalité, c'est ça, nous sommes tous d'accord. Il faut produire et consommer ce que vous mangez. D'accord. On va lire quelques messages tout de suite et maintenant avec vous, Karine Sontia. Rapidement, on va y aller pour ceux qui réagissent, les téléspectateurs qui réagissent sur la page Facebook de l'émission 10-12 Le Zénith.
Oui, de toutes les façons, les usages consacraient déjà cette pratique. Les délégués du gouvernement sont des autochtones, ça ne se discute pas. Je trouve cette loi bête, inutile et tendancieuse, prise uniquement pour contrer une communauté. Ce n'est pas bon pour un État consacré la discrimination tribale. Colette Ewane qui nous a écrit sur la page Facebook. À propos des maires des villes, je ne vois rien de différent avec les délégués du gouvernement. Avec les maires de villes autochtones, ça veut dire que je peux être né à Douala, mais je grandis en Europe. Cela signifie que je peux devenir maire de la ville de Douala. C'est absurde. Alors, c'est vrai que, alors un autre message, ils passeront leur temps à voter les projets de loi. Tout ça, c'est de la berne. Le plus important, c'est le décret d'application de ces lois. Pour qu'ils appliquent ces projets de loi, il faut qu'il y ait toujours la grève. Or, mon pays, tu as besoin d'être sauvé. D'accord, merci. Consilamine est au plateau B. Consilamine avec nous ce matin. On va parler d'abord des greffes. Consilamine, c'est un début de semaine sur Equinox Télévision. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour bel et bien à tous les clients du concept Salaka. Ces clients qui accueillent encore ce matin la maison des greffes chez Alice. Retenez bien sûr ce nom, je sais qu'il y a beaucoup de maisons qui vendent les greffes au Cameroun et en Afrique, mais à Douala, du côté bien sûr du marché Mopi, en face de l'entrée principale de la gendarmerie, et du côté bien sûr du marché Dakar, à côté de la Bissec, vous avez une seule maison qui vous permet d'avoir des greffes de qualité supérieure. C'est bel et bien la maison des greffes chez Alice. Alors ce matin, chers téléspectateurs, j'attire l'attention de toutes les dames, j'attire l'attention des messieurs qui veulent offrir une greffe à madame. Plus besoin d'acheter n'importe quoi, plus besoin d'aller n'importe où. Rendez-vous directement du côté du marché Mopi, en face de l'entrée principale de la gendarmerie, à l'étage. C'est la seule maison des greffes qui est vitrée. C'est la seule maison des greffes dans laquelle vous avez des greffes de qualité supérieure. Retenez bien sûr le nom, la maison des greffes chez Alice. Ou alors appelez directement le numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. On peut d'ailleurs l'apercevoir ce matin sur ce plateau commercial sur lequel vous avez des produits et bien sûr des greffes de qualité supérieure. On peut déjà admirer bien sûr la charmante dame. Regardez comment c'est nyanga. Oh là là. Regardez comment c'est beau. La maison des greffes chez Alice. Cette greffe qu'elle a sur sa tête est une greffe que vous retrouverez chez Alice à un prix vraiment très très dérisoire. Celles qui ont besoin de la voir, rendez-vous tout simplement à la maison des greffes du côté bien sûr du marché Mopi. Alors parlons bien sûr des avantages. Retenez qu'il y a pas mal d'avantages. La maison des greffes chez Alice vous donne 1 an de garantie, voire 2 ans de garantie sur certaines greffes. Donc nos garanties vont de 1 an à 2 ans. La maison des greffes, c'est également la livraison gratuite dans tout le Cameroun. La maison des greffes, c'est également des remises allant de 30 à 50%. Ça, c'est du jamais vu. Une greffe qui coûtait avant 50 000, vous l'avez aujourd'hui à la maison des greffes à 25 000 francs. On a également des greffes de 2 500, on a des greffes de 5 000, on a des greffes de 10 000. Et parlant bien sûr des différentes greffes, on parle bien sûr des greffes indiennes, péruviennes, malaisiennes, brésiliennes. Oh là 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 là. Plus besoin d'acheter n'importe quoi. Évitez d'acheter le vrac. Évitez d'acheter les greffes qui vont s'incendier quand il fait chaud. Oui, parce qu'une mauvaise greffe, dès qu'il fait chaud, elle commence à se fondre. Parce qu'elle est de mauvaise qualité, la maison des greffes chez Alice vous permet d'avoir des greffes de qualité supérieure, des greffes teintées, des greffes selon votre couleur, vous les avez chez nous à des prix vraiment dérisoires. Alors parlons maintenant c'est-à-dire du type de vente. Retenez que chez nous, nous mettons également l'accent dans la vente en gros. Donc ceux qui ont besoin d'acheter et revendre, plus besoin de voyager, plus besoin d'aller n'importe où, appelez directement la maison des greffes et passez votre commande à l'instant où je suis en train de parler, parce que la promotion, elle ne dure que 2 semaines. Vous aviez encore 2 semaines seulement pour avoir des greffes à des prix vraiment dérisoires à la maison des greffes chez Alice, du côté bien sûr du marché Mopi. On ne parle pas que des greffes, on parle également des produits d'entretien tels que ce produit d'entretien
olive que vous avez à 2000 francs chez nous. Un véritable 3 en 1 du côté bien sûr de la maison des greffes chez Alice. Les numéros de téléphone, vous les avez. C'est l'occasion d'appeler dès à présent. Any man must call, yes, no, yes, no. You, madame, you want for the panda, for us for Yaoundé, for Gaoundéré, you want greffe, fine greffe. Just go, yes, no, for that star, for Maison de Greffe Bombopi. Because for day, you get fine greffe. Oh là là. La Maison de Greffe chez Alice, oh, c'est la qualité. Je dis bien, des remises allant de 20 à 50% du côté de la Maison de Greffe. Retenez bien sûr le nom, la Maison de Greffe chez Alice. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent. Appelez. Et les premières personnes à appeler, à passer une commande en gros, auront encore des remises allant jusqu'à 70% pour tous ceux qui veulent acheter pour revendre, que ce soit les Malaisiennes, que ce soit les Brésiliennes, que ce soit les Indiennes, que ce soit les bouclés, comme ça, oh là là, regardez comment c'est beau, regardez comment c'est nyanga, oh là là, une femme qui a ça sur la tête, hein, si monsieur voulait te dire, il va te dire, viens. Il va te dire, je t'adore, parce qu'il va aimer la greffe qu'il y a sur ta tête. Oh là là. Les salons de coiffure, les salons de beauté, les revendeurs de greffes, c'est l'occasion plus que jamais d'appeler dès à présent la maison des greffes chez Alice et d'acheter en quantité à un prix très abordable. Voilà, il nous reste seulement 1 minute avant la fin de ce programme ce matin, madame, monsieur. Nous allons clairement vous remercier d'avoir été là avec nous encore ce matin. On se retrouvera demain lorsqu'il sera 10h pour un nouveau numéro de ce programme. Rassurez-vous, il y a des sujets sur lesquels on va revenir, notamment le statut spécial accordé au nord-ouest et au sud-ouest. Également, cette correspondance de Kelly Craft, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, qui a donc écrit un document le 3 décembre dernier où elle demande l'établissement ou l'envoi d'une mission indépendante d'établissement des faits au Cameroun pour, on va dire, établir les responsabilités au nord-est et au sud-ouest. C'est justement ce que réclame depuis le REDAC avec Maximilienne Ngombe, donc on en parlera, mais également cette lettre ouverte à Paul Biya de certains représentants ou de certains membres du Congrès américain, en tête desquels Karen Bass, qu'on connaît très bien, donc à la Chambre des représentants. On a passé une belle journée, à demain 10h.